Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le flop des films de 2024. Donc on va voir quelques films, en tout cas que moi je n'ai pas du tout aimé durant cette année, ou en tout cas que j'ai trouvé plutôt moyen. Et on va voir ça tout de suite. Donc j'enregistre l'écran. On est bon. Donc le flop film, donc vous avez déjà un aperçu d'un des films qui apparaîtra. Les films que il y aura les films que j'ai notés entre 0 et 4,75 sur 10, donc tout ce qui est en dessous de la moyenne. Bien entendu, je n'ai noté aucun film à 0, je ne suis pas non plus mauvais à ce point-là dans mes critiques, mais techniquement, voilà, il y a des films qui sont vraiment pas bons. Enfin, selon moi, toujours. Mes tops sont toujours subjectifs. Donc, éléments qui peuvent jouer sur ma note. Donc, il y a les acteurs et les actrices présents. Plus j'apprécie un acteur et une actrice, plus la note, je vais un peu la surévaluer parce que bah, dedans, il y a une personne que j'adore. Et s'il y a des acteurs et des actrices que je n'aime pas, il y en a que je vais avoir tendance, enfin, je vais avoir plus tendance à dévaluer, à moins apprécier le show. Voilà. Même si ça fonctionne pas toujours. Par exemple, il y a un film que j'ai plutôt bien noté avec un acteur que j'aime pas du tout, voilà, qui est Taron Egerton, le film Carry On. Vous verrez dans la vidéo sur les films que j'ai trouvé moyens. Le film, j'aurais pu le descendre encore plus, hein, en vrai, mais parce qu'il y a un acteur que j'aime pas, et pourtant je l'ai quand même plutôt bien noté. Bref. L'acting compte beaucoup pour moi, le scénario de développement de personnage, donc tout ce qui touche à l'écriture est plutôt important pour moi. Mon attente forcément peut créer un changement dans la note. Plus j'attends un film ou une série et qu'au final je suis déçu, bah, la note va prendre très cher. Et quelque chose que je n'attends pas et que je regarde finalement peut me plaire et puis du coup surévaluer la note, que je me dis oh finalement c'est pas mal. Donc l'avis des autres peut jouer aussi. Voilà, si un film, tout le monde en fait des éloges, alors je vais pas faire exprès de taper le film en face, mais je vais me questionner. En fait, je vais moins regarder le film avec des yeux neufs. Voilà. Je vais plutôt du coup, je vais me retrouver à le regarder en mode bon bah qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? Ou inversement, qu'est-ce qui fait qu'un film est plus matraqué par le public ou la presse? Et du coup, ça fait que l'avis des autres va beaucoup jouer sur ma note. Ce qui ne veut pas dire que si un film est ultra apprécié, je vais le défoncer. Ou inversement, qu'un film matraqué, je vais l'aimer. Ça ne veut absolument pas dire ça dans ce sens-là. Mais ça montre juste que, comparé à un film dont je n'ai absolument rien entendu, ben, j'ai des a priori qui vont forcément jouer sur ma note. Le genre, surtout dans le cinéma, va beaucoup jouer sur les notes. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas les comédies musicales, donc forcément, une comédie musicale, je vais passer un moins bon moment que devant un film de fantasy ou un trailer, un film d'horreur et tout. Donc forcément, ça peut jouer sur la note. Alors, je sais pas ce qui va faire dégringoler un film en entier, hein, voilà. Par exemple, un film qui est très bon mais que c'est une comédie musicale, je vais pas non plus lui mettre 4 ou 3 sur 5 juste parce que, enfin sur 10 parce que je note sur 10 juste parce que c'est une comédie musicale. Je suis pas à ce point-là, mais ça peut faire perdre facile au moins un point max s'il y a vraiment les chansons qui vont pas. Et voilà. Et encore, je crois qu'ici dans le flop, il n'y aura pas de comédie musicale. J'en ai vu 4. Il n'y en a qu'une dans le top, 3 dans les films moyens. Mais normalement, il n'y en aura pas dans le flop. Donc pour vous dire à quel point j'ai quand même été cool en sachant que c'est un genre que je n'aime pas. Donc j'essaye quand même de ne pas trop me baser sur ce point-là. L'envie de revoir un programme, forcément, c'est plutôt un bon signe. L'envie de réalité, le show, c'est plutôt mauvais signe, mais ça touche plus aux séries télé. Et la langue de visionnage, ça c'est plutôt important parce que ben, regarder un film pour moi en VO ou du moins en VOSTFR, c'est pas toujours évident. Encore VOSTFR, quand c'est de l'anglais, la version originale, ça va. Je suis pas non plus mauvais, mais bon, les sous-titres ça aide quand même, mais du coup je perds de l'info visuelle. Par contre, sur des films que je vois en VOSTFR qui sont japonais ou coréens, ou qui peuvent être d'autres pays, même si je crois qu'il y a que en japonais et en coréen que j'ai vu des films en VOSTFR, bon bah là du coup c'est plus compliqué parce que bon, le coréen, mes cours du soir d'il y a au moins 4-5 ans, bah, j'en ai plus vraiment de souvenirs. Et le japonais, je connais pas du tout. Donc forcément, ça joue aussi sur l'appréciation d'une œuvre. Les notes,
Voilà, donc les notes du public que je mets à chaque fois, ou des fois quand il n'y en a pas, c'est juste que Allociné, il n'y a personne qui a voté pour certains films. Donc ça vient d'Allociné, ça n'est pas forcément très représentatif. Par exemple, certains films ou certaines séries sont votés par personne, comme je disais, des fois par une seule personne, des fois par une dizaine, des fois par une centaine, et des fois, par exemple, comme pour la série Fallout, par plusieurs milliers de personnes. Donc, ne vous dites pas que c'est le même nombre de personnes qui à chaque fois a donné la note à Allociné. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que sur Allociné, les gens sont plutôt cool comparé à d'autres sites qui existent comme Rotten Tomatoes, tout ça. Après, moi, je vais pas sur ces trucs-là. Quand j'ai besoin d'informations sur le cinéma, en général, je vais sur IMDb ou sur Allociné. Sur IMDb, je sais pas s'il y a des notes. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est les deux seuls sites liés au cinéma sur lesquels je traîne. Allociné, IMDb. Bon, après, pour les infos plus réalisateur, acteur, tout ça, je vais sur Wikipédia. C'est beaucoup, visuellement, c'est beaucoup plus simple de récupérer des infos là-dessus. Mais quand faut compléter, IMDb Allociné, c'est très bien, je trouve. Voilà. Ensuite, dans le classement, vous verrez qu'il y aura des notes avec le même chiffre, mais des fois des plus, des moins. C'est tout simplement que pour moi, quand j'ai fait mon classement, je mettais les films à peu près au même niveau. Mais dans ce même niveau, peut quand même y avoir une hiérarchie, comme j'ai mis là, avec l'Océan des Anneaux, qui est ma trilogie préférée. Et pour moi, bah, cette trilogie, pardon, bah, je la note entièrement 10 sur 10. Sauf que bah, au sein de cette trilogie, il y a quand même des films que j'aime plus que d'autres. Par exemple, je préfère Les Deux Tours, ensuite Le Retour du Roi et La Cruauté de l'Anneau. Pour moi, c'est celui entre guillemets que j'aime le moins des trois. Enfin, que j'aime le moins dans un 10 sur 10. Donc c'est quand même un truc que je kiffe à mort. Mais quand on compare par rapport à la trilogie, en termes de hiérarchie de la trilogie, il y a quand même des films où je passe un meilleur moment entre guillemets que d'autres. Bref. Donc on passe à la suite avec d'abord la 12e place avec un film noté en 4,75 sur 10, donc 1,8 sur 5 pour le public, produit par Columbia Pictures et Blumhouse Productions, qui je crois doit être une société qui fait des films d'horreur, parce que le nom Blumhouse Productions, ça me dit quelque chose, mais je crois que je l'ai vu que par rapport à des films d'horreur, mais je peux me tromper. Réalisé par Chris Waits avec John Cho que moi j'aime beaucoup qui joue Curtis, ou encore Catherine Waterston que j'avais pas reconnu qui joue Meredith. Catherine Waterston, c'est celle qui joue la pote de Newt là dans merde, comment ça s'appelle, dans les Animaux Fantastiques, voilà le love interest de Norbert. Je l'avais pas du tout reconnu dans ce film là. Donc qui est un film d'horreur que j'ai vu en VF en streaming et qui est un film américain. Le synopsis, Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé Aya. Rapidement, le robot apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Il souhaite s'assurer que rien ni personne ne se mette en travers du chemin de la famille. Alors, c'est un film qui en soi est pas catastrophique. Voilà, s'il était catastrophique, il serait beaucoup plus bas dans le top. Euh, c'est un film qui, pour moi, aurait pu être beaucoup mieux par rapport à l'IA. Alors, il y a des choses que j'ai trouvées plutôt intelligentes. Par exemple, en fait, l'IA, petit à petit, comme le dit le résumé, le synopsis, elle prend beaucoup trop d'importance dans le foyer et du coup, bah, les parents essayent voilà, de réduire l'IA ou de s'en débarrasser. Et à un moment donné, le personnage de John Cho va justement avoir l'idée de détruire les serveurs, parce qu'il dit s'il y a les serveurs, l'IA peut plus fonctionner, et du coup, bah, c'est carré, c'est fini, on est tranquille. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très intelligent, parce que, en fait, moi, j'ai fait mon master, en gros, c'est un master sciences du langage, traitement et analyse des données, et du coup, traitement des données, ça correspond au TAL. Et en TAL, on voit un peu le langage informatisé, et on a vu un peu de ChatGPT, ces conneries-là et tout, donc les IA. Et justement, une IA, ça a besoin d'un réseau internet et tout pour fonctionner. Donc s'il n'y a plus d'internet, bah, il n'y a plus d'IA. Et c'est clairement comme ça qu'on combat
une IA. Donc dans la plupart des films, t'as l'impression qu'ils savent pas comment faire, oh là là, l'IA est beaucoup trop puissante, on peut rien faire et tout. Et même les gens, encore aujourd'hui, quand tu les entends au niveau de l'IA, ils sont en mode, oh là là, c'est trop dangereux, ça prend trop de trucs et tout. Mais en fait, on peut s'en débarrasser très simplement en fait de l'IA. Mais c'est juste, est-ce que les gens sont prêts à abandonner le confort d'Internet pour détruire une IA? Même si je pense qu'il y a vraiment moyen de détruire une IA sans non plus couper Internet. Mais dans le principe, voilà. Et du coup, quand le personnage de Don Cho essaye de détruire les serveurs liés à l'IA en se disant bah si je les détruis, du coup l'IA peut plus fonctionner, moi je trouve ça super intelligent parce que ben clairement c'est une bonne manière de détruire une IA, de détruire ben, son point de départ et du coup ben elle peut plus fonctionner si elle a pu euh, ben entre guillemets l'énergie qui l'a fait fonctionner. Bref. Mais à côté de ça, bah, le reste, le film en fait est juste très long, très ennuyeux. En plus, t'as toute cette idée de secte autour de l'IA. Vraiment, c'est vraiment l'IA, elle a pris le contrôle, mais en fait, elle prend pas le contrôle que de la famille, elle prend le contrôle de tout le monde. Si tu l'oublies pas, elle oblige des gens à faire des choses et tout. Enfin, je trouve qu'en fait, ça va trop loin pour juste en fait un appareil qui techniquement ne peut rien te faire. Alors certes, elle peut, grâce à Internet, je sais pas, diffuser tes informations personnelles, je sais plus comment on appelle ça, quand quelqu'un récupère tes infos personnelles et les diffuse sur Internet sans ton avis. Je sais que c'est un nom précis, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais tu vois, elle peut faire ces choses-là. Je sais pas, elle pourrait diffuser ton historique Google ou je ne sais quoi. Enfin bref, elle pourrait faire du dégât par rapport à ces choses-là, chose qu'elle ne fait jamais dans le film, mais elle pourrait. Que là, t'as vraiment une sorte de secte. Je dis secte, c'est globalement, faut pas imaginer des gens un peu foufou. Enfin, ils ont l'air quand même un peu fous, mais bon, bref, c'est pas le cliché Charles Manson, tout ça, quoi. Là, mais c'est vraiment dans le sens où la secte elle ordonne, les gens y font, mais alors que techniquement, la machine, elle peut pas réellement te faire de mal physiquement. Vraiment, la machine, elle menace des gens, mais techniquement, elle peut pas vraiment leur faire de mal. Certes, elle peut diffuser tout ce que tu fais sur Internet, ta vie privée et tout, mais physiquement, elle peut rien te faire. Donc pourquoi tout le monde lui obéit? Je veux dire, par exemple, dans un film comme Megan, qui est une poupée mécanique, créée, enfin qui est alimentée par une IA, que là, par exemple, Megan, tu en aies peur. Que tu puisses, voilà, comment dire, fuir cette IA, machin et tout. Là, tu dis oui, c'est compréhensible, parce que là, cette IA, elle est dans une poupée, la poupée, elle peut physiquement te faire du mal. Euh, donc là, oui, tu dis, je comprends. Dans un film comme ça, t'as juste un boîtier qui te menace, qui te donne des ordres, et que, puis bah, que t'as tout le monde qui obéit et tout. Je trouve que c'est un peu gros. Je trouve que c'est un peu gros. En plus, le film se termine d'une manière. Bon, moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours original quand les films, des fois, vont dans ce genre de direction. Mais encore une fois, tu dis, c'est juste un putain de boîtier qui te donne des ordres et tout le monde obéit. Tu te dis, mais what the fuck En fait, c'est juste le principe du film en fait qui pour moi ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu mets le même principe, toujours avec l'IA, hein, mais avec des robots comme dans iRobots, comme dans Megan. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'en fait, le danger, il est là, il est physique, tu le sens réellement. Que là, à chaque fois, le danger, c'est juste des humains qui obéissent à l'IA, mais en réalité, encore une fois, elle peut pas te faire grand-chose. Si en gros, t'as rien à te reprocher sur Internet, en gros, elle peut rien te faire. Donc, enfin bref, voilà, c'est pour ça que je l'ai noté quand même proche de la moyenne, parce que en soi, c'est un film assez divertissant, qui est pas con sur tous les points, mais c'est juste que pour moi, ce truc de t'as un boîtier qui te donne des ordres et tout le monde obéit bêtement, bon bah, je trouve ça un peu con, surtout que ceux qui ont créé l'IA obéissent à l'IA, alors qu'en fait, comme ils connaissent l'IA par cœur, eux, techniquement, ils savent comment l'éteindre. Alors pourquoi obéir à un truc qui prend le contrôle de toi alors qu'en fait tu peux juste l'éteindre et garder le contrôle en tant qu'humain? Enfin bref, il y a des petits détails comme ça qui pour moi ne, pardon, ne collent pas. Mais dans l'idée, ça reste pas non plus une catastrophe.
En 11e position, Godzilla X Kong, le nouvel empire, que j'ai noté 4,5 sur 10, 2,4 sur 5 pour le public, donc qui fait encore un 4,8, donc à peu près équivalent. Produit par Legendary Pictures et Warner Bros, et réalisé par Adam Wingard, avec Rebecca Hall, qui joue Hélène Andrew, j'ai oublié une lettre, Dan Stevens, qu'on a vu plusieurs fois dans la vidéo des films moyens que vous aurez la semaine prochaine, mais que moi j'ai déjà tourné, ou encore Brian Tyree Henry dans le rôle de Bernie Hayes, qui est un film de science-fiction que j'ai vu en VF en streaming, qui est un film américain. Le synopsis: ancien ennemi, Kong et Godzilla vont devoir ici combattre côte à côte face à un nouvel ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui en menace l'équilibre naturel, le Scar King. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai une petite fiche pour vous renvoyer sur ma review, mais de manière globale, c'est pas un bon film Godzilla X Kong. Alors, c'est pas un bon film Godzilla non plus, et encore moins un bon film Kong. Non, c'est pas un bon film Kong, et encore moins un bon film Godzilla. Parce que déjà, le film, déjà, en fait, moi ce qui me dérange, c'est que quand tu fais une phrase en français, même, enfin pas dans toutes les langues, parce que par exemple, enfin quoique si, parce que j'allais dire le finnois, tu peux mettre les mots un peu dans tous les sens, mais en fait si tu changes les mots de place, ça a créé juste un nouveau sens. Comparé à nous en français, tu changes les mots de place, bon bah la plupart du temps ça n'a plus aucun sens. Alors qu'en finnois, peu importe ce que tu fais, ça donnera du sens, mais plus vraiment le même. Bref. Mais en tout cas, en français, l'ordre des mots, le choix des mots est extrêmement important. Là, on a quand même Godzilla qui est mis en premier. Donc si Godzilla est mis en premier, c'est que c'est censé être le héros de l'histoire. Et en fait, dans le film, Godzilla fait quasiment que dalle. C'est-à-dire que Godzilla, tu le vois deux trois fois dormir dans le Colisée, tu te dis bon déjà c'est pas drôle, donc on s'en bat les couilles. Ensuite, tu le vois se promener là, vite fait, à certains endroits pour récupérer de l'énergie, et ensuite apparaître que dans la phase finale pour aider Kong. Déjà, tu te dis, ouais, c'est. Enfin, Godzilla, en fait, fait rien dans le film. Vraiment, enfin, il fait des trucs, mais en fait, tu comprends pas ce qu'il fait en fait tout le long du film. Et même les humains qui le suivent eux-mêmes, ils comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, même nous, et en fait, tu te dis, bon, ok, en fait, Godzilla, on s'en bat les couilles en fait dans ce film. Alors que c'est quand même lui qui est le nom en premier, donc c'est que c'est techniquement son histoire qu'on est censé suivre. Si on avait mis Kong en premier, ça aurait fait plus de sens. Par exemple, quand on a des films du genre Batman v Superman. Le mot de Batman est mis en premier. Et en général, dans Batman vs Superman, c'est quand même l'histoire de Batman qu'on suit principalement, à côté de celle de Superman. Dans les comics Avengers versus les X-Men, on suit un peu les équipes, mais on suit surtout le côté des Avengers. Et à côté, on suit quand même un peu les X-Men, mais principalement le côté des Avengers, qui pensent avoir la bonne solution pour contrer le Phénix. Donc en général, le mot que tu mets en premier, même si le deuxième a de l'importance, le premier c'est quand même un peu le truc principal. Déjà, là, ça fonctionne pas. On aurait pu le film Kong X Godzilla, le Nouvel Empire, ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Parce que le film, très clairement, c'est une épopée de King Kong. Vraiment, on est on va appeler ça en terre sauvage, genre je sais pas comment s'appelle le lieu, mais on est sur cette terre, il découvre qu'il y a d'autres singes, donc il part en épopée pour voir où est-ce que ça mène. Il tombe sur le Scar King, tout ça et tout, et vraiment, quasiment tout le film, en fait, c'est une épopée de Kong. Donc, voilà, il y a un vrai, pour moi déjà, il y a un problème avec le nom du film qui te vend déjà un truc qui ne fonctionne pas. Alors vous me direz que oui, comme je suis un linguiste, je suis un peu chiant à analyser le titre, mais en même temps, vous verrez plus tard avec un autre film qu'analyser le titre, c'est quand même important parce que ça te fait t'attendre à des choses que tu n'auras pas. Ici, c'est quand même moins mensonger que le film qu'on verra beaucoup plus tard, qui a un même problème dans le titre. Mais là, même le film en lui-même, le problème, c'est ouais, Godzilla il a mal à sa dent. Enfin, Kong il a mal à sa dent. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout et on passe je sais pas combien de temps là-dessus. Bref,
Allez voir ma review. Comme la review, je l'aurais faite juste après avoir vu le film. Mes souvenirs, techniquement, sont beaucoup plus frais. Mais je vous souviens que de mémoire, c'était long et par moments un peu chiant. Puis bah, que le titre, il fait pas vraiment sens. En 10e position, on a les Thundermans Return en 4 sur 10. Donc ça voudrait dire qu'il y aura un 4 moins. 2,5 sur 5 pour le public, donc elle fait un 5 sur 10, ils ont noté un peu mieux que moi le public. Produit par Nico, je déteste le nom de cette production. Bon, déjà, on connaît tous l'histoire hein, de l'ancien producteur ou créateur, là, je sais plus le nom du mec. Mais le nom de ce truc est imprononçable, c'est chiant. Chaque fois, il faut que je le dise enfin, très lentement, sinon j'inverse des lettres. Donc, Nickelodeon Production et Awesomeness Films. Réalisé par Trevor Kirchner, avec Kira Kosarin dans Phoebe Thunderman, Jack Griffo en Max Thunderman, Addison Rieke en Nora Thunderman, ou encore Diego Velasquez en Billy Thunderman. Donc ça, c'est les 4 enfants principaux. Donc voilà, qui étaient dans la sitcom. Parce que je crois qu'il y a une nouvelle gamine après, mais je sais pas si la gamine, je sais plus si la gamine elle vient de la sitcom ou si c'est dans la suite ou si, enfin bref, moi je suis pas sûr d'avoir vu en entier cette sitcom là, bref. Donc c'est une comédie vue en VF en streaming, c'est un film américain. Le résumé, donc le nouveau long métrage adapté de la série à succès de Nickelodeon, Les Thunderman. Ce film événement suit les jumeaux Phoebe et Max qui profitent de leur vie de super-héros dans toute une nouvelle ville. Mais lorsqu'un sauvetage tourne mal, la fée Thunderman est renvoyée à Haydenville, alors que Hank et Barb profitent de leur retour, que Chloé se crée de nouveaux amis, donc ça c'est la nouvelle gosse, mais, qui peut-être est apparue dans une saison que moi j'ai pas dû voir. Voilà, créer de nouveaux amis, et que Billy et Nora commencent une vie normale au lycée. Max et Phoebe sont déterminés à retrouver leur statut de super-héros. Pareil, Thunderman, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous renverrai, je vous mettrai une petite fiche pour renvoyer sur le film. Euh, les Thundermans retournent en soi, pareil, c'est pas un mauvais film en soi. Mais il y a quand même des défauts. Déjà, son problème, entre guillemets, c'est de reprendre toute la recette de la sitcom et de la rebalancer dans le film. Déjà, pour moi, ça, c'est un petit problème. Je vais prendre un autre exemple, les sorties de Waverly Place. Et d'ailleurs, juste le fait de prononcer le nom, ça me donne envie de remater des épisodes, voire même le film. Mais les sorties de Waverly Place. La série avait une certaine comédie, faisait ses blagues et tout. Bon, moi, les blagues autour de l'argent, ça commence un peu à me saouler. Mais Sorcier de Waverly Place, pour moi, ça reste quand même une des meilleures sitcoms Disney Channel euh, qui ait existé. Et le film, par exemple, il change un peu. Alors, on retrouve toujours un peu d'humour et tout. Par exemple, je crois que c'est Max, hein, le petit frère, qui est toujours aussi con et tout. Mais du coup, il garde la partie humour là-dessus. Mais le film en lui-même est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. Avec les sorciers de Waverly Place, tu sens qu'ils ont compris que le public qui a regardé les sorciers de Waverly Place a grandi et que du coup, on a besoin de faire un film plus mature. Alors oui, les personnages sont toujours les mêmes. Oui, Alex, c'est toujours une petite peste qui manipule les gens et tout ça. Oui, le grand frère, c'est toujours le mec intello, arrogant et tout, et que le petit frère, c'est juste un petit débile. Bien sûr qu'ils ont gardé leur identité, mais quand même en montrant qu'ils ont grandi, qu'ils sont quand même un peu plus matures et tout ça. Alors, j'ai quand même assez hâte de voir la suite des Sorciers de Waverly Place, qui du coup va je crois que c'est Just... Ah ouais, ce serait bien Justin, le grand frère, qui devrait se concentrer sur lui avec ses enfants et tout, enfin bref. Euh, donc j'ai assez hâte de voir ça. Et voilà. Mais en tout cas, le film était beaucoup mieux en termes d'adaptation sur un film qui se passe après la sitcom. Enfin, je pense que le film sur Waverly Place est sorti après la sitcom. Dans le cas des Thundermans Return, en fait, ils n'ont pas su prendre ça en compte. C'est-à-dire que, en fait, Thundermans Return, ils ont repompé exactement le même humour de la sitcom, sans prendre en compte à nouveau que le public qui suivait les Thundermans Return ont grandi. Et ça, c'est problématique. Parce que, bah, du coup, le public qui regarde ces trucs-là, il grandit, mais,
mais le film, lui, n'a pas, n'a pas grandi, n'a pas pris en maturité. Et ce qui fait que du coup, bah, l'humour de ce film ne correspond plus à l'âge du public. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. Voilà. Parce que dans la sitcom, comme elle est faite pour les gosses, enfin les gosses, les ados et tout, tu te dis, bon, ok, ça passe pour eux. Sauf que bah, une fois que le film est sorti, quelques années après la fin de la sitcom, bah, ces ados, il y en a certains qui sont devenus adultes ou tout ça, qui veulent peut-être quand même connaître la suite d'une histoire qu'ils ont connue et tout, qu'ils ont kiffé. Et bah, au final, on leur repompe de l'humour de gamins de 10 ans et t'as plutôt l'impression de pas, enfin, d'être pris pour un con, et je parle bien que au niveau de l'humour. Parce que l'histoire en elle-même, elle est plutôt sympa. C'est bon, c'est un peu un classique, hein, les super-héros qui peuvent plus exercer, qui essayent de retrouver leur place et tout. Bon, ça c'est plutôt un classique, mais ça reste plutôt sympa. Le film en soi, comme moi j'aime bien cette sitcom-là, parce que des sitcoms, ah putain, je recommence, Nickelodeon et Disney Channel, pour moi, il y en a qui sont vraiment pas mal et qui sont agréables à regarder, même si pour moi, je suis du côté Nickelodeon, pour moi, Victorious, c'est au-dessus des autres, mais après, c'est encore une fois, c'est un avis personnel. Après, je trouve que celle-ci est quand même très bien, qui d'ailleurs, je crois, va avoir une suite en 2025. Donc on verra ce que ça donne, maintenant que les acteurs ont quand même grandi et tout ça. Mais voilà, en tout cas pour moi le principal défaut en fait du film c'était ça, c'est qu'en fait tout le film en fait t'as l'impression de voir un long épisode de la sitcom avec du coup une société de production qui a oublié que bah, les gens ont grandi et ils ne sont plus des enfants de 10 ans. Voilà, donc moi c'est mon principal problème avec ce film. Ensuite, on a SOS Fantôme, la menace de glace. J'ai noté 4 sur 10. Le public l'a noté 2,5 sur 5, donc 5 sur 10. Produit par Columbia Pictures, réalisé par Gil Kenan, avec Makina Grace, donc Phoebe Spengler, Finn Wolfhard en Trevor Spengler, Carrie Coon en Cady Spengler, ou encore Paul Rudd en Gary Grobernsen, qui du coup est le beau-père de cette famille, quoi. Bref. Du coup, c'est une comédie fantastique, vue en VF et en streaming, qui est un film américain. Le synopsis, le voici. La famille Spengler revient là où tout a commencé, l'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme, qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville, les deux équipes SOS Fantômes doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Alors, déjà, le film, la bande-annonce, là, pour moi, c'est un énorme problème et c'est même limite mensonger. C'est-à-dire que quand tu regardes la bande-annonce, on te promet un royaume de glace, ouah, le monde devient entièrement en période glaciaire, il va falloir survivre là-dedans et tout. Vraiment, la bande-annonce, elle te vend quasiment que ça, et ça, c'est juste les 30 dernières minutes du film. Le film, il dure à peu près 1h30, 1h40. La menace de glace, c'est juste les 30 dernières minutes. Et je déconne pas, c'est vraiment juste les 30 dernières minutes. Et du coup, c'est un film où le titre est mensonger. Alors après, je me suis dit, au début, je me suis dit, c'est peut-être une traduction française qui est pas bonne. Mais en fait, le problème, c'est que même la version originale du titre du film promet également une ère glaciaire, enfin une sorte de menace de glace. Alors je sais plus c'est quoi le titre original, mais ça reste plutôt une traduction fidèle qu'on a en français. Voilà, c'est pas comme Harry Potter and the Philosopher's Stone qui est devenu acteur à l'école des sorciers, c'est pas ce genre de traduction. Pour SOS Fantôme et la menace de glace, on a une traduction plutôt fidèle à la version originale. Et pour moi, c'est totalement mensonger parce que ben, déjà le titre te fait t'attendre à une créature liée au pouvoir de la glace ou des choses comme ça. Euh, Tu vois la bande-annonce, tu vois quasiment que des trucs liés à ça, alors qu'en fait tout ça c'est juste la fin du film. Et en fait, ben là, tu te fais clairement voler en fait, parce que le film, c'est pas du tout ça en fait. Le film, il commence,
ils vont chasser une créature, ils vont faire du dégât, du coup on dit à une gamine, à la gamine, là, Makina Grace, d'ailleurs je savais pas qu'elle était actrice, parce que moi je la connais en tant que chanteuse, mais je savais pas qu'elle était actrice. Euh, Genre elle se fait virer de l'équipe parce qu'on dit oui mais toi t'es mineur donc t'as rien à foutre, bah en fait t'as à faire du travail non payé quoi, voilà. Du coup elle se fait dégager de l'équipe. Et du coup, en fait, on la suit juste elle, qui est méga arrogante, qui pense qu'elle est meilleure que tout le monde et tout. Vraiment, on suit quasiment plus son arc à elle que les autres. Et en fait, son perso déjà est insupportable. Elle devient pote avec un fantôme qui au final va juste se servir d'elle. Voilà, bon, il y a quand même une idée d'un maître du feu, d'un artefact et tout. Mais c'est juste que c'est long. Putain, on nous promet une menace de glace. Et on a cette putain de menace qu'au bout de plus d'une heure de film. Vraiment, c'est plus d'une heure de climax pour qu'en plus le film se règle en 20-30 minutes. Hein, et j'exagère pas, hein, la menace, elle se règle en extrêmement peu de temps. Hein, ça va hyper vite, vraiment c'est nul, c'est nul. Franchement, je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est peut-être une des plus grosses déceptions parce que SOS Fantôme, c'est quand même à la base une licence qui est géniale et qui, plus les années passent, plus est complètement matraquée, comme bien d'autres, hein, c'est pas la seule. En neuvième position, Woody Woodpecker, alerte en colo, j'ai noté 3,75 plus sur 10, 2 sur 5 pour le public, produit par Universal Animation Studio et Universal 1440 Entertainment. Oui, les chiffres, quand c'est long comme ça, je le fais pas chez les dire en anglais non plus. Sinon on perd du temps. Réalisé par John Rosenbaum, avec Eric Boza qui lui fait la voix de Woody Woodpecker, Kevin Michael Richardson qui fait la voix de Buzz Buzzard, ou encore Chloé de Los Santos, Maggie, donc, qui est l'héroïne, si je ne me trompe pas. Donc c'est une comédie vue en VF sur Netflix et qui est un film américano-australien. Le synopsis, après avoir été expulsé de la forêt, Woody pense avoir trouvé un foyer permanent au camp Woo et jusqu'à ce qu'un inspecteur menace de... j'ai mal lu. Après avoir été expulsé de la forêt, Woody pense avoir trouvé un foyer permanent au camp Woowoo, jusqu'à ce qu'un inspecteur menace de fermer le camp. Voilà, c'était mieux lu. Bon. Euh, Alors, le film est pas ouf. Franchement, je l'ai... En fait, ce que je trouve plus ou moins cool, c'est le côté un peu en mode qui veut la peau de Roger Rabbit avec ce mixte. Euh, Il y avait eu ça aussi dans le film Tom et Jerry avec Chloé Grace Moretz, mi-live action, mi-animation, qui je trouve fonctionne plutôt bien. Honnêtement, c'est pas choquant comparé à un autre film qu'on va voir où la CGI est vraiment dégueulasse. Là, je trouve que ça fait le taf. Voilà, c'est pas mauvais. Euh, les gags entre Woody Woodpecker et Buzzard sont plutôt amusantes, même si bon, c'est plus fait pour faire rire des gosses que des adultes. Mais en soi, ça fonctionne plutôt bien. Et après, bon, bah, en fait, ce qui est chiant, c'est toute l'histoire du camp, en fait. C'est juste, voilà, un camp coupé en deux, euh, avec d'un côté une meuf et son cousin de l'autre. Voilà, donc d'un côté, t'as la meuf avec les losers, t'as le cousin avec les mecs trop cool, et les meufs trop cool aussi, hein, il y en a. Et puis c'est la guerre, du coup on fait un concours, et puis le gagnant il prend le contrôle de tout le truc, puis t'as Buzz Buzzard qui veut voler un trésor dans le truc, et en fait Woody Woodpecker il se retrouve bloqué là-dedans, parce qu'on lui dit quand tu apprendras à vivre en communauté, globalement, tu pourras revenir dans la forêt. Du coup lui en vrai il s'en bat les couilles de tout ce qui se passe là, il le fait juste pour avoir un badge de scout ou je sais pas quoi, et puis retourner vivre dans sa forêt. Ce qui fait que déjà, le postulat de départ, tu dis, bon, déjà, le personnage principal s'en fout un peu de ce qui se passe. Il n'est pas plus intéressé que ça. Enfin voilà, il sauve le camp parce que bah, ça lui fera gagner une médaille. Mais au fond, il s'en fout. Et en fait, même une grosse partie du film, en vrai, il s'en fout. C'est juste la petite gamine, là, elle qui est l'héroïne, qui arrive à le convaincre. Parce que lui, voilà, c'est bon, voilà, ça nous aide à gagner, tu auras ta médaille, machin, et puis il fait, oh oui, ma médaille, je pourrais retourner dans ma forêt, et puis vous, bah, vous ferez votre vie, j'en ai rien à foutre. Vraiment, globalement, c'est ça. Alors, pour un film pour enfants, c'est quand même un peu particulier.
Mais en soi, voilà, c'est pas non plus aussi mauvais que ceux qui viendront après, mais voilà, c'est bien pour un gamin, mais pour des adultes. C'est dommage que Woody Woodpecker, c'est sympa, mais bon, malheureusement ici, ça marche un peu moins bien. Bon après, j'ai quand même aimé la scène d'intro, là, où il humilie totalement des streamers. Ça, j'ai bien aimé, parce que les Américains savent pas représenter les streamers comme il faut, donc ça a fait plaisir d'en voir un se faire défoncer par Woody Woodpecker. Ensuite, Megalopolis, j'ai fait une vidéo de mémoire, donc voilà, je vous mettrai une petite fiche. 3,75 moins sur 10, 2,1 sur 5 pour le public. Produit par American Zoetrope, réalisé par Francis Ford Coppola, avec Adam Driver qui joue César Catilina, Giancarlo Esposito qui joue Franklin Cicero, Nathalie Emmanuel qui joue Julia Cicero, ou encore Aubrey Plaza qui joue Wo Platinum, qui est un drame et science-fiction vu en VF au cinéma, film américain. À New Rome, allégorie de New York, une jeune femme, Julia Cicero, est partagée entre la loyauté envers son père, Franklin Cicero, le maire de la ville, et son amant, l'architecte César. Si le premier a une vision conservatrice de la société, César est plus progressiste et tourné vers l'avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l'architecte veut recréer la cité et en faire une utopie, alors que le maire corrompu y est totalement opposé. Alors, je vais pas rester très longtemps parce que bon bah voilà, le film c'était pas ouf, hein, voilà, très très mal noté. Et en fait, le problème de ce film, c'est que visuellement c'est beau, donc ça c'est pas un problème. Bon, visuellement c'est beau, les plans sont plutôt cool et tout, mais alors l'histoire, qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, on n'y comprend rien à leur histoire, ça va dans tous les sens, et vraiment à premier degré, j'ai failli m'endormir dans ma salle de cinéma, tellement je me faisais chier. Mais vraiment, dans les 15-20 premières minutes, j'étais à deux doigts de m'endormir. Bon après, je me suis bien réveillé parce que j'ai failli m'étouffer en bouffant des bonbons. Donc vraiment, je m'ennuyais tellement devant cette séance, et c'était une horreur. C'est parce qu'au bout d'un moment, t'as elle, j'ai oublié son nom, qui est jouée par Nathalie Emmanuel, qui essaye d'enquêter, voir bon est-ce que César c'est un homme bien, pas bien et tout. Du coup, quand elle apprend que sa femme est décédée, elle essaye de comprendre les trucs. Je me suis dit oh tiens, ça fait un petit style enquête et tout. Et en fait non, en fait on s'en bat les couilles vite fait. Voilà, on passe très rapidement à autre chose. Et en fait c'est un peu le problème, c'est qu'on passe souvent très rapidement à d'autres choses avec des ellipses et tout. Enfin bref, allez voir ma review, je serai beaucoup plus clair parce que là, ce film, clairement, j'ai pas eu envie de le revoir. Il y a des films, j'aurais pu faire l'effort de les revoir avant de faire le top et tout. Bah alors, celui-là, clairement, ça fait peut-être partie des films que je reverrai peut-être jamais de ma vie parce que ça a été une torture. Et en fait, je pense que aussi, ce qui fait que ma note est aussi basse, c'est que à la base, j'hésitais entre voir Megalopolis et Emilia Pérez. Et ben, j'ai vite regretté mon choix en fait, parce que bah, Megalopolis au final c'était pas ouf. Emilia Pérez, bon bah finalement j'ai pas pu le voir au cinéma, donc j'ai vu en streaming, et je me dis, bon même si Emilia Pérez pour moi c'est pas le film de l'année, bah j'ai quand même clairement préféré Emilia Pérez à Megalopolis. Donc il y a peut-être aussi un petit côté, ouais en fait j'aurais pu voir un film beaucoup mieux au cinéma, et je regrette en fait le choix que j'ai fait, hein. J'avais les deux, je suis bon lequel je choisis. Et en fait Emilia Pérez j'ai refusé d'y aller parce que c'était la comédie musicale, je me dis j'allais voir Megalopolis, et en fait j'aurais dû rester sur la comédie musicale, en fait j'aurais passé un meilleur moment. En huitième position, on a... Ouais, non, c'est bien ça. On a deux films français en, troisième, en combien? Huitième position. Chien et chat, j'ai noté 3,5 sur 10. Le public 2,3 sur 5. Donc c'est à peu près la même chose, hein, ça fait... non, c'est clairement plus mieux noté pour eux. Produit par Gaumont Production, La Station Animation et Mandarin Production, réalisé par Rim Kéritsi, avec Franck Dubosc qui joue Jack, Rim Kéritsi qui joue Monica, donc c'est la réalisatrice, Philippe Lachaud qui joue Brandt, Inès Reg qui fait la voix de Diva. Franchement, heureusement que je ne suis pas rendu compte de ça, parce que Inès Reg, je déteste cette femme. Alors n'allez pas l'emmerder quoi que ce soit, mais vraiment c'est une femme horrible, détestable. Et ouais, non. Et Artus qui fait la voix de Chichi, donc qui est le chien. C'est une comédie que j'ai vue en VO en streaming et en VO parce que c'est un film français. Donc
Le synopsis, Monica, maîtresse de la chatte star d'internet et diva, croise à l'aéroport Jacques, un voleur accompagné du chien qui vient d'avaler le butin de son dernier casse, un rubis. Les humains sont forcés par la compagnie aérienne de mettre leurs précieux animaux en soute. Alors qu'ils sont dans l'avion, ils voient par le hublot leurs animaux s'échapper de leur cage et du chariot à bagages vers une destination inconnue. Les deux duos que tout oppose s'embarquent dans un road trip contre la montre entre Montréal et New York. D'un côté, les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux, et de l'autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leur maître. Sans savoir qu'à leur trou, ce policier Brandt est prêt à tout pour récupérer le rubis. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est un film, une comédie française. Parce que je peux pas dire que c'est un film français, parce que vous verrez que dans le top, il y aura du film français. Mais là, on est clairement dans de la comédie française, et la comédie française, c'est plus ce que c'était à l'époque, la vieille époque des bronzés, des dîners de cons et tout ça. Déjà, l'histoire est pas ouf. Voilà, hein, c'est vraiment hein, l'histoire, c'est Franck Dubosc et Philippe Lachaud en fait qui ont volé un rubis ensemble. Ensuite, Franck Dubosc a trahi Lachaud et du coup Lachaud s'est passé pour un flic pour l'attraper. Hein. Voilà, de toute façon, vous allez pas regarder ce film, hein, c'est nul. Euh, et du coup, Franck Dubosc essaye de récupérer le rubis, sauf que le chien il passe par là, il l'avale. Donc Franck se fait passer pour le maître du chien, poursuivi par Lachaud qui se fait passer par un flic. Voilà, donc tout le long du film, Franck fait semblant de jouer l'aveugle quand il est avec Monica. Voilà, pour fuir le flic et tout. Enfin, c'est pas ouf. Là, on a un gros problème aussi de visuel. Je disais il y a quelques minutes, euh, quand je parlais de Woody Woodpecker, où c'était plutôt bien animé à la Roger Rabbit et tout, ou Tom et Jerry qui était quand même assez bien animé aussi. Là, le chat et le chien, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Euh, c'est vraiment là, ça pue la CGI, mais pas une CGI bien faite comme Thanos, quoi. Là, c'est vraiment la CGI la plus dégueu que j'ai pu voir. Alors, j'en ai vu des trucs dégueux, hein, dont je me souviens sûrement pas. Mais alors là, cette année, c'est clairement la CGI la plus dégueu que j'ai vue. Vraiment, c'est insupportable. Les persos du chien et du chat sont insupportables. Bref, le film, tu le regardes, tu passes pas vraiment un bon moment. Ou alors, faut vraiment être fan de Philippe Lachaud. Je dis lui parce que moi, je suis un fan de Franck Dubosc. Et franchement, vous verrez qu'il y a deux films de Franck Dubosc dans le flop. Et d'ailleurs, avec les années, je trouve que Franck Dubosc est plutôt décevant sur ses choix de films. Mais voilà, Philippe Lachaud, lui par contre, j'ai jamais vraiment compris le buzz. Bref, et voilà. Le film, vraiment, il n'y a rien à en retirer. On aurait pu s'attendre à un film du genre comme Chien et Chat qui était vraiment très cool et en plus où les chiens et les chats étaient beaucoup mieux foutus. Bon, après, c'était pas un film français, mais bref, vous voyez sûrement du film auquel je parle. Euh, et là, tout est prévisible en fait. Même quand Franck Dubosc il ment, tu sais très bien qu'à la fin, il va dire la vérité, puis Claude va lui pardonner parce qu'il va faire une bonne action et machin. Enfin bref, les trucs moi qui me gonflent. Voilà, alors que le mec c'est clairement un criminel, mais bon, voilà. Bon, du coup, film vraiment très 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 moyen. Je le conseille pas spécialement. Ensuite, on a Sirène, que j'ai noté 3,5 moins sur 10. 1,7 pour le public, donc ça fait mal. Bon, après, ça fait un 3,4, donc c'est quasiment la même note que moi. Diffusé par Amazon Prime, réalisé par Adeline Pico avec Alice Paul, donc, qui joue Alison Flech, Shirin Boutella qui joue Leila Balani, ou encore Ramzi Bedia qui joue Jiba. C'est un film policier et comédie que j'ai vu en VO en streaming puisque c'est un film français, donc la VO c'est le français. Et le résumé, Alison Flech, capitaine de police rebelle et incontrôlable, est forcée par son supérieur, le commissaire Jiba, à travailler en binôme avec Leila Balani, experte en criminologie mais nulle sur le terrain. Sur la piste d'un serial killer à Nice, Flech et Balani vont devoir faire équipe, quitte à retourner toute la rivière. Bon, le film, encore une fois, hein, c'est pas ouf. Par contre, j'ai vu que la meuf s'appelait Boutella. Je me demande si elle fait partie de la même famille que Sofia Boutella. En tout cas, si c'est le cas, il y en a une qui fait des meilleurs choix de carrière que l'autre.
Bon, même si je connais pas toute la carrière de Shirin Boutella, mais en tout cas, si elles sont de la même famille, il y en a quand même une qui, à mes yeux, a fait des meilleurs choix. Mais ce film, c'est une catastrophe. Enfin, quoique, non, Sofia Boutella, on va la retrouver juste après. C'est vrai que je suis en train de réaliser que je pensais Sofia Boutella à des trucs. Perso, moi j'ai bien aimé La Momie avec Tom Cruise et tout. Et en fait, je viens de me souvenir que j'ai vu Rebel Moon. Et je me dis, ouais, non, finalement, finalement, c'est de la même famille. Finalement, il y en a une qui avait bien débuté, puis qui a redescendu, et l'autre, bah, je sais pas. Mais ce film, pour moi, c'est une catastrophe. En fait, c'est vraiment un, un type de film que je déteste. C'est le type de film qui, globalement, dénature totalement les forces de l'ordre. Et je ne suis pas forcément un pro-police, tu vois, je suis pas forcément le gars qui va défendre la police à tout prix. Tu vois, si la police fait des bonnes choses, je serai content. Si la police fait des bavures, ben faut qu'il y ait une punition, c'est tout. Voilà, pour moi, dans tous les domaines, c'est exactement pareil. Quand les gens font des trucs bien, bah c'est bien, faut les encourager, les féliciter, tout ça. Mais quand les gens font de la merde, surtout quand c'est grave, bah faut les punir et puis c'est tout. Voilà, pour moi, il n'y a pas de distinction, voilà. Donc la, la police en soi, moi j'ai rien contre l'institution. C'est plus des individus qui font de la merde par moment. Euh, et le truc, c'est que ici on est dans un film qui dénature totalement le métier de policier. Vraiment, t'as la meuf qui est vraiment un cliché limite de la Marseillaise. Voilà, qui est. Enfin, encore, je suis même pas sûr que les femmes se comportent comme ça à Marseille. Vraiment, la meuf, tu dis, on dirait un bonhomme et tout. C'est ouais, le cliché qu'on veut faire du Sud, c'est très bizarre. Quand il s'appelle Ramsey, qui est pas drôle du tout, qui est même un harceleur en tant que patron, tu dis, ouais, ok, c'est ça qu'on montre comme image de la police. Je dis pas qu'il faut non plus vous montrer une image absolument parfaite de la police, mais je veux dire, un film nuancé, c'est clairement mieux. Montrer, par exemple, moi, c'est pour ça que je surkiffe la saga NCIS, c'est qu'il y a des nuances. Les personnages que l'on suit principalement sont des policiers modèles, sont déjà des agents modèles, mais à côté de ça, on le voit, que ce soit au sein du NCIS ou des autres agences, il y a aussi des pourritures, des gens qui, euh, qui finissent par trahir leur pays, leurs valeurs, tout ça, et qui, bah, du coup, deviennent ce qu'ils ont traqué pendant des années. Et pour ça, moi, je kiffe NCIS, parce qu'il y a cette nuance entre le fait que, voilà, les forces de l'ordre, il y a des gens qui sont bons, et il y en a qui sont mauvais. Ici, c'est pas ouf. Parce que même si on suit des héroïnes qui vont forcément réussir leur truc, bah l'image qu'on en donne en étant méga caricatural, en étant en mode oui bon on a la flic qui en a rien à foutre, on a la petite intello voilà qui sait rien faire sur le terrain, on a le patron qui harcèle les gens et tout, enfin bref, y a rien qui va dans ce film et pour moi c'est pas possible de faire un film comme ça sur la police. Et, et j'aurais pu avoir pire, parce que j'ai vu qu'il y a un film sur la police avec Inès Reg qui est sorti en 2024. Alors je me suis dit, jamais je m'inflige ce genre de film avec une meuf comme ça. Non merci, non merci, je supporte pas sa tête. Vu ce qu'elle a fait, hein, bon, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, là, son drama avec Natacha Saint-Pierre, mais voilà quoi. En septième position, Venom 3, The Last Dance. J'ai noté 3,25 sur 10. 2,5 sur 5 pour le public. Vraiment, il est super bien noté, hein. Produit par Columbia Pictures et Marvel Entertainment. Donc forcément, après, c'est sur les droits côté Sony, hein, quand même. Réalisé par Kelly Marcel, avec Tom Hardy qui joue Eddie Brock Venom, Chiwetel Ejiofor qui joue le général Rex Strickland, ou encore Judo Temple. Juno Temple, j'avais même pas fait attention qu'elle était là, qui joue Dr. Teddy Payne, donc le symbiote Agony. Donc c'est un film de super-héros que j'ai vu en VF en streaming et qui est un film américain. Le synopsis, Eddie et Venom sont en fuite au Mexique après leur récente bataille contre Carnage. Le meurtre de Patrick Mulligan fait la une des journaux internationaux et Eddie est désigné comme le principal suspect, ce qui va le pousser à se rendre à New York pour essayer de se disculper. Parallèlement, Nul, ou Knull,
Une divinité primordiale, redoutable créateur des symbiotes, envoie les xénophages dans l'univers pour récupérer le codex que détiennent Eddie et Venom et qui lui permettra de sortir de sa prison ancestrale. Voilà, alors déjà, on va passer sur le fait que bah, Venom est dégueulasse. Voilà, je reviens. Franchement, comment on peut passer de ça à ce que vous voyez juste là? Non mais sérieux, comment on peut passer de l'un à l'autre? D'avoir un truc aussi dégueulasse? Franchement, c'est pas possible. Dans ce film, Venom il est dégueulasse. En fait, tous les symbiotes sont dégueulasses, hein. Mais bon, j'ai juste un t-shirt Venom, donc je peux pas montrer tous les autres symbiotes. Mais déjà, ça c'est dégueulasse. Le film, il est nul. Mais même l'humour est nul. Il y a même des incohérences. Oh là là, c'est. Enfin, quoique, c'est. Oui. Enfin, si, il y a quand même des incohérences liées aux autres films en fait. Euh, mais genre déjà t'as un gag qui est sur tout le long du film sur le fait que Eddie Brock se promène pieds nus, enfin tu dis ouais on s'en bat les couilles. Euh, Tous les trucs avec les symbiotes, c'est pas ouf. En plus, les symbiotes sont moches, les trois quarts sont butés en 2 secondes, hein, voilà, clairement. Les créatures que Knull il envoie, déjà ils envoient une par une, parce qu'en fait les créatures sont tellement cheatées que bah en fait bah, il les envoie qu'une par une, parce que sinon bah, Venom il se fait buter en 2 secondes, parce que le perso est nul comparé aux comics. Et en fait, le problème du film, c'est que c'est clairement des incohérences de fou. Putain, on nous dit que pour libérer Knull, il faut récupérer, comment ils appellent ça, le codex. Ouais, c'est ça, le codex. Codex qui apparemment apparaîtrait uniquement quand Venom prend sa forme complète. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est quand à chaque fois qu'il prend sa forme complète normalement ou quand il le prend sur Eddie Brock? Parce que quand même dans le film, le mec il s'embête pas à prendre sa forme complète sur un cheval. La scène est nulle, vraiment la scène est nulle. Surtout que tu te dis, là tu prends une forme complète, donc techniquement on devrait pouvoir te retrouver. Mais bon, apparemment ça marche que quand il est avec Eddie Brock. Mais même là, c'est pas logique. C'est pas logique. Parce qu'en fait, depuis le premier film, Venom, il prend une forme parfaite sur Eddie Brock. Alors pourquoi? C'est que à partir du troisième film, où Knull il se dit, oh tiens, finalement, enfin le codex, le mec, ça fait des milliers d'années, voire plus longtemps, qu'il est enfermé dans une prison, qu'il attend que ça, de retrouver le codex pour être libéré. Et non, le mec, il attend le troisième film pour se dire, bon allez, on va quand même envoyer quelqu'un, là, récupérer le codex, c'est bon. Tout le propos a pas de sens. On essaye de te faire de Knull une sorte de nouveau Thanos en te teasant le mec et tout. Et en fait, bah, en fait non. En fait, le mec il va juste rester emprisonné toute sa vie. Donc vraiment, c'est ni fait ni à faire. Venom The Last Dance, voilà, vraiment mauvais de chez mauvais jusqu'au bout. Sixième position, Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu, donc ça c'est le nom de la version courte, ou la Calice de Sang, qui est la Snyder Cut, et moi j'ai vu la Snyder Cut. 3 sur 10 que j'ai noté, 2,5 sur 5 pour le public et la version courte, puisqu'il n'y a pas de note pour la version longue. Produit par Netflix, réalisé par Zack Snyder, avec Sofia Boutella qui joue Cora ou Artelaïs, Charlie Hunnam qui joue Kai, ou encore Ed Skrein qui joue Atticus Noble, donc le méchant. C'est un film de science-fiction, vu en VF sur Netflix, film américain. Donc, sur la Lune Velt, une colonie reculée aux frontières de la galaxie, une petite communauté de fermiers reçoit la visite de l'amiral Atticus Noble, chef des armées du monde mer et bras droit de Balisarius. Bien vite, les pacifiques habitants de Velt découvrent la cruauté et la brutalité de leurs visiteurs. Ils décident d'envoyer Cora, une habitante recluse, récemment arrivée sur la Lune, afin de rassembler une équipe de combattants pour repousser l'amiral Estro. Alors déjà, là, dans le résumé, je sais pas c'est qui l'a écrit, mais déjà il y a une faute parce que c'est pas les habitants qui envoient Cora, c'est juste Cora qui en a marre que les gens n'agissent pas et décide de faire quelque chose. Bon, déjà c'est pas la même chose.
Alors, ce film, déjà, il est mauvais, mais de chez mauvais. Et en même temps, bah, c'est ce qui se passe à chaque fois que Zack Snyder touche au scénario. Voilà, parce que oui, effectivement, je n'aime pas Zack Snyder, bien que je reconnaisse son talent en tant que réalisateur. Ça, je ne peux pas le nier. Il a un gros talent en tant que réalisateur. Il fait des beaux plans. Il y a des ralentis qui sont pas mal, hein. Il y en a beaucoup qui servent à rien, hein. Dans le film, tu as quand même un ralenti pour voir Sofia Boutella euh, marcher sur une marche. Vraiment, tu as une petite marche, en fait, elle passe dessus pour aller tirer sur des gens. Vraiment, tu as un ralenti pour ça. Mais pourquoi faire? Ça ne raconte rien, visuellement, c'est pas ouf. Alors que peut-être 1 ou 2 minutes après, tu as un gros plan de drone au ralenti où tu vois tout le champ de bataille. Et là, le plan de drone, il est vraiment excellent. Bref, mais de toute façon, dans ce film, ou même dans la partie 2, les trois quarts des ralentis sont mauvais. C'est très très rare qu'il y ait des bons ralentis, hein, voilà. Il y en a quand même un ou deux par film, mais comme tu as des ralentis quasiment tout le temps, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça, hein, bah forcément, les trois quarts sont vraiment pas utiles. Donc, sur la partie 1, bah il n'y a pas grand chose qui va, mais encore, si tu regardes la version courte, tu peux être diverti, parce que bon, la version longue, elle est, elle est horrible, c'est une torture, hein. Le film il dure presque 3 heures de mémoire, ou un truc comme ça, parce que je crois que partie 1 et partie 2, ça fait à peu près 6 heures de visionnage, pour vous dire à quel point on souffre. Euh, et en fait, c'est juste ça, c'est des gens qui arrivent du monde mer, qui arrivent sur la planète, qui sont en mode nous on veut tout ici, tout simplement, voilà, on prendra tout ce qu'on a envie. Euh, Forcément, tous les mecs qui sont là sont des enculés, mais en fait c'est des enculés, mais sans raison, tu vois, c'est juste des enculés, parce que faut qu'il y ait des méchants, donc ce sont des enculés. Mais vraiment, à part celui qui n'est pas blanc, hein, forcément, on est chez Netflix, donc forcément, le seul qui ne va pas être un mauvais gars, c'est celui qui n'est pas blanc. Voilà, hein, on est encore là-dessus, hein, je crois que et en 2025, hein, quand on a le film Tous pour une, on se rend compte que ces trucs-là, bah, c'est pas pour tout de suite que ça va se terminer. C'est dommage. Mais du coup, en dehors des aspects politiques dégueulasses, euh, le film, en gros, on suit du coup Sofia Boutella et un mec qui du coup vont recruter des guerriers pour venir sauver leur coin. Sauf qu'en fait, ça ne sert à rien parce qu'en fait, ben, quand ils reviennent, en fait, ben, déjà, ils ont tué déjà les squads qui étaient sur place avant de partir. Bon, bien sûr, ils partent pour se préparer avant le retour de l'amiral et tout, qui vont combattre dans l'espace. Mais franchement, tu te fais chier. Parce qu'en fait, le film, c'est juste tu passes d'un endroit à un autre quand t'es avec l'héroïne juste pour recruter des gens. C'est vraiment, t'as un gars, il te dit, ah oui, vas-y, lui, il a l'air intéressant, on y va, ok. Lui, il a l'air intéressant, on y va, ok. Lui, il a l'air intéressant, on y va, ok. Puis à chaque fois, tu vois juste la personne combattre un méchant, puis vraiment, les héros, ils sont tous comme ça. Allez, on veut que ce soit notre pote, mais on va quand même le laisser se faire quasiment tuer, c'est pas très très grave. Vas-y, on regarde juste, c'est très bien. Vraiment, quasiment toutes les scènes de recrutement, c'est ça. En plus, il y a zéro alchimie entre les membres de l'équipe parce qu'ils se parlent absolument jamais. T'as une trahison qui sort vraiment de nulle part parce que vraiment, le gars, on ne te tease jamais que ça puisse être un traître. Sauf au moment où il fait un truc de traître et qu'en fait bah, il se fait griller direct et du coup ben voilà il livre les gentils aux méchants et puis bon voilà ça sort de nulle part très très mal écrit. Et ce qui fait que j'ai massacré le film aussi, c'est les propos honteux de Zack Snyder. C'est-à-dire que déjà, Zack Snyder se plaint souvent que les studios l'empêchent d'être créatif comme il en a envie. Et que du coup, bah, c'est pour ça qu'il appelle à ce que les gens se battent pour avoir des Snyder Cut et tout ça. Ce que je peux comprendre que tu travailles pour la Warner. Ok. Sauf que le mec, il nous dit, je vais faire ma saga chez Netflix, justement pour ne pas être contraint par les gros studios et tout.
pour qu'ensuite nous dire ah ben le film de Netflix c'est pas vraiment le mien donc je vais faire une Snyder Cut. Donc déjà t'as envie de dire va te faire enculer parce que tu nous dis que tu vas sur Netflix pour être plus libre mais tu viens quand même nous dire que tu vas sortir ta Snyder Cut. Et là où c'est encore plus un enfoiré, c'est que déjà pour la partie longue, parce que moi j'appelle ça une partie longue, c'est qu'il a changé le titre, hein. Comme on le voit ici, on est passé de l'Enfant du Feu à la Calice de Sang, chose qu'il a fait pour la partie 2 aussi. Euh, et il a dit en interview que la Snyder Cut, en fait, ne serait pas le même film que, en fait, en gros, il a dit que la Calice de Sang serait pas le même film que l'Enfant du Feu, que ce serait plein de choses nouvelles que lui il a mis en place et tout, et pas les trucs de Netflix. Et en fait, c'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge. Franchement, mettez-vous sur Netflix. Mettez le film L'Enfant du Sang, là, ou je sais pas quoi, là, L'Enfant du Feu, juste avancez. Vous verrez toutes les petites images, machin et tout. Observez vraiment tout ce qui se passe. Faites la même chose avec la version longue et vous verrez que c'est exactement le même film, mais avec des ralentis en plus et quelques scènes en plus. D'ailleurs, la seule scène qui est vraiment intéressante, et je suis assez d'accord, je sais plus quel youtubeur qui en avait parlé, c'est la scène d'intro. La scène d'intro qui en gros explique qui est justement le métis qui va trahir les méchants et défendre le village. Parce que bah, du coup dans la version courte, il arrive avec les méchants, il trahit le village, et bah, ça fait pas vraiment sens qu'ils trahissent le village dans la version courte. Dans la version longue, ça fait plus sens, parce qu'on voit que les méchants ont buté toute sa famille pour l'obliger à rejoindre leur armée. Et que du coup, bah, le fait qu'ils les trahissent, ça fait du sens, puisque bah, du coup, c'est en, comment dire, en opposition à ce qu'on a fait subir à sa famille. Donc là, la scène d'intro elle est plutôt logique. Mais le reste, c'est exactement le même film, vraiment. Et ça, je trouve que c'est un move de bâtard de faire de la pub en disant allez le voir, vous verrez, c'est un nouveau film, alors qu'en réalité, c'est exactement le même film avec quelques scènes en plus. Et des ralentis en plus, bien sûr. Parce que c'est Zack Snyder. Et le truc, c'est que, en fait, il n'y a rien qui va, parce que tu nous promets déjà un nouveau film, c'est même pas un nouveau film, en fait, c'est juste une version longue, et c'est une version longue qui est complètement à chier. Parce que la version longue n'apporte rien de plus au film à part sa scène d'intro. Euh, Parce que quand tu penses à une version longue, techniquement, la version longue est censée combler ce qui ne va pas dans la version courte. Ce qui veut dire que, par exemple, tu prends le Hobbit, la bataille des cinq armées, quand tu regardes la version courte, il y a des choses qui collent pas. T'as l'impression d'avoir des incohérences. Déjà, d'un coup, tu trouves Thorin sur le dos d'un bouc, tu te dis, il sort d'où ce bouc? Enfin bref, t'as plein de petits éléments comme ça. Alors que quand tu vois la version longue, en fait, la version longue, est complète tous les éléments qu'on comprenait pas dans la version courte. Par exemple, ce bouc sur lequel se retrouve Thorin à un moment donné, ben, on comprend qu'en fait c'est les nains qui ont des boucs pour tirer des chars, et que ben, en fait au bout d'un moment il y a des chars qui se font détruire, et du coup les boucs qui sont encore en vie, ben, ils sont chevauchés comme des chevaux et tout ça. Bref. Mais voilà, donc normalement c'est un peu le but d'une version longue, c'est de remplir les trous pour encore mieux comprendre le récit par rapport à une version courte ou version cinéma, voilà, qui a besoin d'un format de temps plus restreint. Et le truc, c'est que la Snyder Cut ne fait même pas ça en fait. Moi, je m'attendais, parce que j'avais déjà entendu, parce que à la base, je voulais pas regarder ces films-là, puis je me suis dit, bon, allez, je vais quand même les regarder et me faire un avis dessus. Parce que je voyais tout le monde taper sur ces films-là et tout, je me suis dit, je vais quand même les regarder au cas où. Euh, du coup, j'avais déjà entendu parler du fait que justement dans la version courte, parce que la version courte de mémoire est sortie en 2023 et la Snyder Cut en 2024, euh, pendant le recrutement, en fait c'était ça, c'était une succession de recrutements, mais il n'y avait pas forcément de moment qui permettait à l'équipe de se renforcer, de créer une réelle équipe, je sais pas, comme les Gardiens de la Galaxie ou ce genre de choses. Et en fait, moi je m'attendais du coup avec la Snyder Cut, comme il y a au moins 1 heure de film en plus, ben, à ce qu'on nous apporte ce genre de scène où on crée de l'alchimie entre les personnages et tout. Mais non, que dalle, vraiment. Ce film est à chier. Si vous voulez regarder Rebel Moon, vous faites pas chier avec la version longue.
allez directement voir la version courte, et encore la version courte, ce sera quand même une catastrophe. Donc franchement, faites le choix que vous voulez, mais voilà. Ensuite, on a Kali, l'ange de la vengeance, donc que j'ai noté 3 sur 10, 1,8 sur 5 pour le public, produit par Amazon Prime, réalisé par Julien Seri, avec Sabrina Ouazani qui joue Kali, qui est un film d'action que j'ai vu en VF sur Amazon Prime, et qui est un film français. On suit Lisa alias Kali, qui découvre que son mari, Eric, a été assassiné à Rio dans des circonstances qui ressemblent à un règlement de compte. Aidée de Romy, elle part au Brésil mener sa propre enquête afin de découvrir la vérité. Alors, Kali, l'ange de la vengeance, c'est un film qui aurait pu être sympa, mais qui est complètement raté. Qui est complètement raté parce que déjà l'actrice joue pas super bien, hein, faut clairement le dire, hein, le casting est pas ouf. Et surtout parce qu'en fait, on passe d'un film où l'héroïne enquête sur la mort de son mari à clairement une succession de meurtres. Mais vraiment, en fait, t'as l'impression que de passer d'une meuf qui est quand même une policière, donc qui est quand même censée avoir une éthique policière, qui se transforme en John Kramer. Donc John Kramer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tueur en série, enfin entre guillemets, une sorte de tueur en série, des films Saw, donc qui crée des jeux glauques dans lesquels, bah, si les gens s'entraident et tout, la majorité, voire quasiment tous, peuvent survivre au jeu, et si les gens sont stupides, et ben en fait ils meurent tous dans le jeu. Bref. Mais là, t'as l'impression que c'est vraiment limite la même chose, quoi. C'est vraiment, t'as un mec, comme il pêche, elle va lui mettre un hameçon dans la enfin dans la gorge et tout. Et puis, ben, du coup, si des gens ouvrent la porte, bah du coup, ça va faire tirer le truc et ça va lui arracher la gorge, quoi. Bref. Puis un moment, elle arrive à emmener un mec dans une cale et puis où elle a mis de l'essence en préalable et puis elle va le brûler vif après avoir récupéré des infos. En vrai, vraiment, elle passe en mode exécutrice. Paf, paf, paf. Et je me dis, mais alors déjà, son éthique de policière, c'est passé aux oubliettes. Elle est même pas punie pour ça. Elle assassine des gens. Alors certes, des gens qui ont tué sa famille, mais c'est pas une raison pour les buter comme ça. Parce que en plus, c'est même pas je les tue parce que je suis en danger. Non, c'est vraiment des exécutions. Elle les torture pour les tuer. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce film de merde? C'est quoi cette écriture de merde? Parce que y a rien de logique. Je veux dire, des films de vengeance, on en a vu plein. Mais par exemple, tu prends un John Wick. C'est un film de vengeance. Sauf que John Wick, il passe pas 10 minutes à chaque fois à torturer un mec. Non, il veut sa cible, il y a des gens qui protègent la cible, bon bah il bute tout ce qui est sur son passage pour atteindre sa cible. Bon, c'est clairement abusé, mais voilà, c'est divertissant, parce qu'en plus les scènes dans John Wick sont quand même assez cool. Mais là, les scènes sont même pas cool. Euh, vraiment, il y a rien qui va. Si vous avez un compte Amazon Prime, hein, vous pouvez tester, hein, techniquement ça vous coûtera rien de plus. Mais si vous n'avez pas Amazon Prime, hein, franchement, ne prenez pas un abonnement pour regarder ça, hein, parce que vous allez souffrir. Allez, en cinquième position, Rebel Moon, encore une fois. Alors d'abord on a les loups-garous. Ah du coup, Rebel Moon c'est en moins. Ok, donc 2,75 plus sur 10, 1,9 sur 5 pour le public, produit par Radar Film, réalisé par François Ozan avec Franck Dubosc qui joue Jérôme Vassier, Jean Reno qui joue Gilbert Vassier, ou encore Suzanne Clément qui joue Marie. Donc il est une comédie fantastique, vue en VF sur Netflix, film français. Donc après avoir découvert un mystérieux jeu de cartes, une famille se retrouve dans un village au Moyen-Âge et doit chaque nuit affronter de dangereux loups-garous. Alors déjà je déteste quand les résumés sont mal écrits. Parce que là, le résumé, on te découvre en mode oh, ils ont trouvé un jeu de cartes qu'ils ont envoyé dans le truc. Mais en fait, non, le jeu de cartes, il appartient à la famille de Jérôme Vassier. Donc, c'est pas. Il le découvre pas, puisqu'il appartient au héros, ce jeu. Bon, déjà, quand les mecs qui commencent à te faire des synopsis à moitié mensongers, déjà, ça me saoule. Le film, j'ai déjà fait une review dessus, de mémoire, donc je vous mettrai une petite fiche. Voilà, c'est... À la base, je pensais que ce serait le pire film de l'année selon moi. Et puis après, j'ai vu d'autres choses qui étaient encore pires. Mais bon, vraiment, voilà, on est dans un film où il n'y a rien qui va. Déjà,
t'arrives jamais vraiment à comprendre s'ils sont envoyés dans un monde parallèle ou dans le passé. Parce que d'un côté, on nous fait croire qu'ils sont rentrés dans le jeu du loup-garou, mais en même temps, dans ce jeu du loup-garou, il y a l'ancêtre de Franck Dubosc, il y a Van Gogh ou je sais pas quoi. Tu dis, quoi? S'ils sont dans le jeu. Enfin, ils sont dans le jeu, ils sont dans le passé, ils sont où à la fin? Déjà, tu comprends jamais vraiment où est-ce qu'ils sont. Les mecs, là, ils sont habillés en civil, ils ont des téléphones et tout. T'as aucun personnage qui réagit, qui dit, oh tiens, des sorciers ou je sais pas quoi, mais bon, voilà. Il n'y a rien qui va. Allez, si je lui donne quelques points, même si dans la review c'est un truc que j'ai critiqué parce qu'effectivement ça fait pas beaucoup sens, mais ils ont essayé d'apporter un rapport au jeu loup-garou en donnant des capacités en fonction des personnages du jeu. Voilà, le chasseur, bon, qui ici a une super force techniquement, c'est quand il meurt, il tue quelqu'un avec, mais bon, voilà. Bon, la voyante qui peut voir les cartes des autres ici parle par télépathie, ça fait pas vraiment sens non plus. Bon, la petite fille qui peut regarder les gens discrètement, qui est invisible, à la limite, ça peut marcher. Enfin bref, heureusement il y a quand même des loups-garous, hein, voilà, qui se transforment la nuit. Bon, ils ont tenté des choses, ils ont fait de la merde, c'est comme ça, mais on va passer à la suite. Rebel Moon partie 2, donc version courte qui s'appelle L'Entailleuse, et la version Snyder Cut, hein, qui encore une fois n'est qu'une version longue et pas un film nouveau, qui est la malédiction du pardon. Si on... Non, attends, forgive, non, de l'oubli. Attends, forgive, ça veut dire quoi déjà? Oh, je sais plus. Je crois que c'est pour ça que j'ai mis en anglais, parce que j'ai eu la flemme de le traduire. Donc 2,75 moins sur 10, 2,2 sur 5 pour le public et pour la version courte. Encore une fois, la version Snyder Cut que moi j'ai vue n'a pas de notes. Produit par Netflix, réalisé par Zack Snyder, avec Sofia Boutella, Jimon Onsu et Ed Skrein, hein, bref, toujours les mêmes. Bon, Jimon Onsu joué par Titus, parce que je ne l'ai pas dit avant. Qui est de la science-fiction, vu en VF et sur Netflix, film américain. Korra et les guerriers survivants se préparent à combattre pour défendre leur nouveau monde, Velt, aux côtés de son peuple et des héréditaires contre le royaume. Les guerriers révèlent leur motivation à travers leur pays et leur passé, alors que les forces du royaume arrivent pour traquer et détruire leur rébellion grandissante. Ce film, c'est pire que le 1. Alors déjà, quand j'ai vu le 1, je me suis dit, déjà, on n'est pas très très haut, on n'est pas dans du grand cinéma. Alors la suite, elle arrive à faire pire. Déjà, la suite, elle dure presque 3 heures également. Encore une fois, je parle de la version Snyder Cut, hein, je parle pas de la version Netflix, hein, parce que quitte à critiquer l'œuvre de l'auteur, autant faire la version de l'auteur, et pas la version soi-disant détruite par Netflix, qui au final est exactement la même, mais en version courte. Euh, En fait, ce qui ne va pas, c'est que déjà le film, déjà quasiment toute la première heure, il se passe rien, mais vraiment, il se passe rien. Tu suis juste les héros en train de couper du blé, là. Alors, t'as des beaux plans, encore une fois, hein. Zack Snyder, s'il faut lui donner des compliments, il fait des très très belles images, des très beaux plans, encore une fois, ça là-dessus, on peut rien lui dire, hein, c'est très très beau. Mais ça raconte rien. Ça raconte rien, voilà. Et vraiment, on attend quoi? Je crois presque. Je crois qu'on attend presque la 40e minute du film pour qu'il se passe quoi? Que les personnages principaux décident enfin de parler entre eux. Et c'est même pas parler, c'est juste se présenter. Vraiment. En fait, c'est comme si vous regardez le film qui dure. Vous regardez les deux parties, on va dire ça dure 6 heures, pour arrondir à 6 heures. C'est-à-dire que à peu près au bout de 2 heures de film, à peu près au bout de 2 heures de film, on va dire à peu près là, l'équipe est construite. Mais il faut attendre 2 heures et demie plus tard pour qu'ils se présentent entre eux. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait absolument pas sens. C'est débile. Ils ont passé je sais pas combien de temps dans un vaisseau ensemble. Ils se sont jamais parlé. Là, ils se retrouvent là, assis autour d'une table. Comme l'a dit le youtubeur dont j'ai eu la vidéo, je sais plus c'est qui disait, mais vraiment la mise en scène de feignasse. Et c'est clair que c'est une mise en scène de feignasse. Et en plus, ils ont tous exactement la même histoire. Ce sont tous des gens qui étaient importants et qui ont pris, alors pas tous forcément très importants, mais la plupart quand même,
qui ont subi la guerre face au monde mère, qui ont tout perdu et qui veulent se venger. Voilà, c'est tous exactement la même histoire. Donc déjà, tu constitues une équipe de héros, ils ont tous la même histoire. En plus, tu ne crées aucune alchimie entre eux, parce que vraiment, il y a zéro alchimie entre eux. En plus, ben, après, on prépare le plan pour recevoir les méchants. Et une fois qu'on a reçu les méchants, on a une bataille qui doit bien durer une bonne heure, hein, je pense, euh, qui, à nouveau, est pas folle du tout. Elle est pas folle. Et des fois, il y a des trucs qui font même pas de sens. Il y a des trucs qui font pas de sens. Et en plus, déjà, on est censé suivre une équipe, parce que vraiment, tu dis, l'héroïne, quand même, dans le premier film, elle a été recrutée, toute son équipe, pour arrêter les méchants, et en réalité, son équipe, tu la vois quasiment jamais pendant la bataille. Et c'est complètement con. Constituer une équipe pour en fait jamais la voir, c'est complètement débile. Bref, sans compter le robot qui n'est pas logique dans ses actions. Hein. Le robot, il voit qu'il y a des créatures qui ont suivi les héros et qui donnent des informations aux méchants. C'est-à-dire que le robot, il reste là, il les observe, il laisse les rebelles, là, les monstres, envoyer des infos aux méchants, et puis d'un coup, du jour au lendemain, il décide de les buter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu les as pas butés au début? Ou alors oui, on sait qu'il a un rapport avec la petite blonde, voilà, je sais, enfin, je sais plus si c'est la petite blonde et le petit brun là, qui a trahi les soldats. Euh, on sait qu'il a plutôt un lien avec eux, parce que la petite blonde lui a mis la petite couronne de fleurs, machin, bon. Euh, sauf que si tu veux les protéger, fallait tuer les créatures avant qu'elles envoient des infos, pas 10 jours après qu'elles aient envoyé un millier d'infos, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est débile. Et pareil, le robot, dans la bataille, il regarde les gens se faire buter, puis au bout d'un moment il se dit, bon allez, je vais peut-être quand même les aider un petit coup, hein, quand même. Vraiment, c'est affligeant, c'est mal écrit, il n'y a rien qui va, je comprends pas qu'on puisse autant aduler Zack Snyder. En tant que réalisateur, je peux comprendre, parce que c'est beau, c'est machin et tout. Mais là, quand c'est lui qui scénarise ses films, et en plus il n'est pas tout seul, tu te dis, mais comment on peut faire autant de catastrophes? C'est affligeant. Un autre truc, moi, que je trouve mais complètement débile, c'est d'où quand tu as une dictature. Tu as une dictature. D'où sur tes vaisseaux, tu crées des canons qui peuvent tirer directement dans l'habitacle du commandant. C'est pas logique, ça fait pas sens. Je comprends pas, c'est débile. C'est débile. Vraiment. Tu te dis, t'es là, tu fous la misère à tes soldats parce que bah, tu considères que c'est de la merde. Et ils sont là, s'ils veulent, hop, ils peuvent tourner leur truc et te tirer dessus, se débarrasser de toi. Tu dis, mais quoi? Quoi? Si t'as une rébellion, on peut te tuer ton commandant facile comme ça. C'est débile, c'est une débilité. Là, j'ai un vaisseau derrière moi. Là, aucun canon peut tirer dans l'habitacle. Ils sont pas cons les X-Men. Là, c'est vraiment quand j'ai vu ça, quand je vois Cora à un moment donné prendre le contrôle du canon et le tourner petit à petit vers le centre de commandement, je me suis dit mais c'est quoi cette merde? Je me suis dit mais c'est pas possible. Bref, encore une fois, hein, c'est pas ouf. Si vous voulez quand même tenter votre chance, regardez la version courte, hein, vous souffrirez moins que la version longue. Quatrième place, Borderland, que j'ai noté 2,5 sur 10. 2 sur 5 pour le public, hein, plutôt normal. Produit par Lionsgate, Arad Productions et 2K Games. Réalisé par Eli Roth, avec Kate Blanchett qui joue Lilith, Kevin Hart qui joue Roland, Edgar Ramirez qui joue Atlas, ou encore Jamie Lee Curtis qui joue Patricia Tanis. C'est un film de science-fiction vu en VF en streaming, oula j'ai mis série, qui est un film américain. Lilith, du coup, est une chasseuse de primes au passé trouble, revient contre cœur sur sa planète natale Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant et le plus méprisable de l'univers. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux. Roland, un mercenaire chevronné,
Tiny Tina, une préado avec un gros penchant pour la démolution. Krieg, qui est le protecteur musclé de Tina. Tani, c'est une scientifique fantasque. Et Claptrap, un robot très bavard. Ensemble, ces héros improbables vont devoir affronter les pires espèces extraterrestres et de dangereux bandits pour découvrir les secrets les plus explosifs de Pandore. Basé sur l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, bienvenue à Borderlands. Oh, je bois un petit coup parce que je commence à avoir la gorge sèche. Alors, déjà, le film. Alors, moi, j'ai jamais joué à Borderlands, je préfère le dire. Alors, j'imagine pas ce qui serait passé si mon frère avait regardé le film et avait dû le noter, lui qui a joué à Borderlands. Alors, déjà, les visuels, ils sont pas ouf. Hein, on a plus l'impression de voir du cosplay que voilà, quelque chose de vraiment intéressant. Euh, Bon, j'ai laissé quelques points positifs au film parce qu'apparemment le robot est aussi casse-couille dans le jeu que dans le film. Donc bon, apparemment c'est peut-être un des rares trucs bien adaptés ce truc. Bon, apparemment elle n'existe pas dans les jeux, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, le mec au masque, hein, je connais l'archétype, j'ai déjà vu les jaquettes ou les trucs comme ça, donc je sais que ça existe. Mais bon, le reste, en tout cas, ça n'a pas l'air foufou de ce que j'ai cru comprendre en parlant du film à mon frangin. En tout cas, sans prendre en compte hein, ce qu'il m'a dit, le film est juste à chier. En fait, tu te fais chier. Tu prends aucun plaisir à regarder le film parce que déjà, lui, il est casse-couille à tout le temps parler. Et quand on lui dit en plus de ferme ta gueule de parler, du coup, et qu'il doit faire des trucs stressants, bah, il se met à chanter, c'est encore pire. Elle, pareil, insupportable, insupportable. J'ai rarement. En fait, je crois que eux deux, ils sont dans le top des persos les plus insupportables que j'ai vus en 2024. Vraiment, j'avais juste envie de les choper, de leur foutre des patates tellement ils m'ont saoulé. Et surtout parce que le film est ennuyant, alors qu'en fait, il avait du potentiel. T'as un peu un côté film d'aventure et tout ça. Mais ils n'ont pas réussi du tout en fait, parce qu'on se fait tout le temps chier. Quand t'as une créature, apparemment il y a plus de créatures que ça dans le jeu, mais c'est après souvent, c'est pas que Borderlands, mais c'est aussi une critique à Fallout, à The Last of Us et tout, qui sont pourtant deux séries, pardon, plutôt acclamées par le public. Donc voilà. Mais là, quand le pire c'est que encore dans Fallout ou The Last of Us, quand tu vois les créatures, tu les vois. Là, quand tu vois les créatures, bon, t'as une sorte de gros chien ou je sais pas quoi, là, bon, tu les vois, mais là, l'énorme créature là qu'on te promet énorme, bah du coup, ceux-là, elles sont pas ouf. En fait, elles sont cachées par la fumée, machin, on ne les voit pas. Donc c'est pas bon en fait. Voilà. Donc j'ai pas kiffé. Ça, je me dis, découvrir le jeu, ça peut être que mieux, hein, voilà. Mais non, l'adaptation, l'action est pas ouf. L'objectif en plus, c'est d'ouvrir l'arche et tout, parce qu'il y aurait un truc dedans, et finalement, on s'intéresse jamais à ce qui se passe au niveau de l'arche, puisqu'au final, l'arche va juste servir à tuer les méchants et tout, et je crois qu'à la base, on parle d'un trésor qu'il y aurait dedans, et en fait, même à la fin du film, en fait, le trésor qu'il y a dedans, on a limite, on a oublié que ça existait. Le film souffre aussi de ta comparaison avec les films Gardiens de la Galaxie, parce que clairement, ce film est vendu comme un Gardien de la Galaxie, sauf que ben, ça ne vaut clairement pas les Gardiens de la Galaxie, et c'est très dommage. Bref. En troisième position, Saturday Night, que j'ai noté 2,25 sur 10, produit par Columbia Pictures, réalisé par Jason Reitman, avec Gabriel Labelle, qui joue Lorne Michaels, Rachel Sennott, qui joue Rosie Shuster, ou encore Corey Michael Smith, qui joue Chevy Chase. C'est une comédie biographique, vue en VF en streaming, c'est un film américain, et en 1975, la chaîne NBC lance une toute nouvelle émission humoristique, NBC Saturday Night, qui deviendra ensuite Saturday Night Live, qui mènera à d'autres émissions, dont celle que moi j'adore, le Tonight Show de Jimmy Fallon. Alors film personnellement que j'ai pas aimé. Alors déjà, ce qui a beaucoup joué sur la note, c'est que déjà je m'attendais à regarder le film Late Night with the Devil avec l'acteur qui est dans Ant-Man.
Donc déjà, je m'attendais à voir ça et je sais pas pourquoi, le film Late Night with the Devil, en fait, on en avait pas mal parlé, on m'a dit, Ouah, il est trop bien ce film et tout. Donc ça m'avait donné de la hype. Et dans ma tête, le Late Night s'est transformé en Saturday Night. Donc quand j'ai recherché le film, j'ai pas cherché plus loin, hop, je l'ai récupéré, je l'ai regardé, et je me suis dit, c'est quoi cette merde? Puis, c'est quoi cette merde? Et en soi, ça aurait pu être sympa, mais déjà, moi je m'attends à un film d'horreur, je me tombe sur un film biographique, et un film biographique, en fait, où il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Franchement, j'ai regardé ce film-là avec ma mère, mais au bout d'un moment, l'un et l'autre, on a complètement décroché, on se faisait chier. Parce que déjà, ben, c'est pas le film qu'on attendait. On s'attendait à un film d'horreur et on n'est pas tombé sur un film d'horreur. On tombe juste en fait sur la création du show, avec un peu tous les à côté qu'il peut y avoir, le producteur un peu véreux qui est en mode allez, faites ci, faites ça, nanana, ça c'est bien, vas-y, fais ce que tu veux, si ça fait de l'étude et tout. Bref, c'était pas hyper intéressant. Voilà, voir la création d'un night show comme ça, en vrai, j'en ai rien à faire. Peut-être que ça peut intéresser des gens, en tout cas, moi j'ai passé un mauvais moment, mais je pense que là, le fait d'avoir eu des grosses attentes sur un film et pas avoir eu le film que j'attendais, forcément, ça a beaucoup joué. Ensuite, en deuxième position, alors je crois qu'il y aura deux films ici. Ouais, c'est bien ça. Winnie l'ourson 2, du sang et du miel, que j'ai noté 2 sur 10. Le public l'a noté 1,5 sur 5. Produit par Jagged Edge Productions et ITN Studios. Réalisé par Rhys Frake Waterfield avec Scott Chambers qui joue Christopher Robin, Ryan Olivia qui fait la voix de Winnie l'ourson ou encore Lewis Hunter qui fait la voix de Tigrou. C'est un film d'horreur que j'ai vu en VF en streaming et qui est un film anglais. Au cœur de la forêt des rêves bleus, une rage destructrice grandit chez Winnie l'ourson, Porcinet, Maître Hibou et Tigrou, après que Jean-Christophe ait révélé leur existence. Ne voulant plus vivre cachés, les quatre animaux décident de continuer leur génocide contre les humains à Ashdown, là où vit Jean-Christophe, en laissant une trace sanglante derrière eux. Ok. Les créatures vont montrer qu'ils sont les plus forts, malins et rusés et vont se venger de Jean-Christophe une bonne fois pour toutes. Alors, déjà, de 1, j'ai pas vu le premier film. Je sais pas ce que vaut le premier film, donc je vais pas comparer au premier, je vais juste prendre tel quel. Donc déjà, c'est un film, pareil, où il y a beaucoup d'ennuis, hein. Voilà, on passe des très mauvais moments devant ce film. Visuellement, c'est pas beau, les méchants sont pas beaux, donc Winnie, Tigrou, tout ça, voilà. L'histoire, en vrai, est pas ouf, mais ils ont tenté de créer une histoire autour, et ça, j'ai trouvé. En fait, c'est ce qui fait que j'ai mis les 2 points, hein. C'est qu'ils ont tenté de créer une histoire autour. Après, en fait, les morts, le problème, c'est qu'en fait, quand tu veux créer un slasher ou un bon film d'horreur, c'est que le tueur doit tuer des gens qu'on t'a présenté un peu plus tôt pour t'attacher à eux. Par exemple, quand tu prends un Scream, on te présente un groupe d'amis, et c'est les gens de ce groupe d'amis qui se font tuer. Alors forcément, pour la scène d'intro, on tue quelqu'un qu'on connaît pas encore, histoire de montrer, voilà, tac, le tueur, il est de ce style-là. Et ensuite, on présente un groupe d'amis, et c'est les gens de ce groupe d'amis qui sont butés. Et c'est ce qui fait que dans Scream, ça fonctionne, parce que, ou que tu peux avoir du frisson, quoi que ce soit, parce que ben, on t'a présenté un groupe, tu commences à t'attacher à eux, et puis ben, petit à petit, ils y passent. Donc ça, c'est cool. Là, ici, le problème, c'est que t'as des morts partout à droite à gauche, mais en fait, t'en as rien à faire. Genre, les gens tués par Tigrou, c'est dans une boîte de nuit. De mémoire, t'as aucun personnage principal ou quoi que ce soit, et puis bah, en fait, bah, les gens qui se font tuer, t'en as rien à foutre, ils sont juste tués pour le plaisir, parce que voilà, il faut des morts, il faut du sang, et puis voilà. Ce qui fait que j'ai mis 2 points au film, en fait, pour moi, c'est juste le côté d'avoir tenté de créer une histoire. En fait, on nous raconte que Winnie l'ourson et les autres, hein, Porcinet, le hibou et Tigrou, en fait, sont des enfants qui ont été kidnappés, alors kidnappés, oui, je pense, qui ont subi des expérimentations avec de l'ADN et tout, et qui les ont transformés en les créatures qui sont aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça assez original. Je me suis dit, voilà, fallait bien trouver une origin story à ces personnages-là. Ils en ont trouvé une.
Et c'était, voilà, c'est ce que c'est, voilà, c'est pas hyper bon, mais au moins ils ont tenté un truc original, et puis bon bah voilà, ça fait le taf que ça doit faire, hein, pour ce genre de film. Ensuite, on a Motherland, que j'ai mis aussi en deuxième position, avec un 2- sur 10, 2,4 pour le public, je trouve que c'est très très bien payé, produit par 21 Labs Entertainment et Media Capital Technologies, et réalisé par Alexandre Aja, avec Holberry, June, Percy Dogs, oula, je suis juste à énumérer les choses, Holberry qui joue June, Percy Dogs 4 qui joue Nolan, ou encore Anthony B. Jenkins qui joue Samuel, qui est un film d'horreur que j'ai vu en VF en streaming, donc qui est un film américain. Une mère et ses fils jumeaux souffrent depuis de nombreuses années de la présence d'un esprit maléfique. Cependant, lorsque l'un des garçons commence à douter de l'existence du mal, le lien sacré de la famille est rompu. Cela va les mener tous les trois à un dangereux combat pour leur survie. Alors, j'ai envie de dire, les films de Holberry, ça commence à faire beaucoup de mauvais films. Entre celui-là, bon, les X-Men, encore, c'est plutôt des films moyens, c'est pas non plus mauvais. Euh, Catwoman, de mémoire, je crois que c'est elle qui joue Catwoman. Il y a aussi un film, je sais plus comment il s'appelle, où je crois que t'as son gosse qui se fait kidnapper. Et là, t'as peut-être l'enchaînement de toutes les plus mauvaises décisions à prendre que prend le personnage et tout. Enfin bref, Holberry, c'est triste, mais franchement, enfin, en tout cas, moi, les films que j'ai vus avec elle étaient vraiment pas ouf. Et c'est dommage parce que ben il y a un côté où tu dis bah, j'aimerais bien avoir des belles choses avec, et ben c'est pas pour aujourd'hui parce que Motherland c'est juste une déception de fou. Déjà le concept m'intéressait pas des masses, alors quand j'ai vu le film c'était encore pire. Bon déjà le concept de vivre dans une cabane où tu dois, si tu veux sortir, rester à distance de la cabane en étant accroché à une corde dans une forêt, où la corde elle est sans, parce que vraiment dans le film, allez, il y a peut-être une ou deux fois la corde se prend dans le bois, mais techniquement elle est censée se prendre dans tous les trucs, hein, les mecs qui traversent des buissons, des machins, la corde elle est toujours nickel, tu te dis ouais déjà ça c'est pas très cohérent, hein, avec des années à vivre comme ça, voilà, les cordes elles se prennent jamais dans rien, enfin tu dis c'est n'importe quoi. Bon bien sûr ça arrive une ou deux fois, mais vous comprenez. Euh, En plus, le truc, c'est qu'on t'explique rien dans ce film du début à la fin. C'est-à-dire qu'on te parle du fait qu'il y a le mal qui est là, à l'extérieur et tout, bon, qui est un peu personnalisé par une sorte de créature serpentique, reptilienne et tout. Mais on n'explique pas l'origine de cette créature, ni en quoi elle est dangereuse, ni en quoi le monde extérieur est foutu. Notamment, on a un humain à un moment donné qui est en forêt, qui va arriver au niveau de la cabane, qui a perdu son chemin, euh, et qui fait qu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment du mal à l'extérieur. Alors dans la forêt, oui, il y a sûrement une créature, mais le voyageur n'était pas lié à la créature, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens normaux, il n'y a pas que du mal, enfin bref. Ensuite, tu te dis, pourquoi cette maison-là protège du mal et pas un autre lieu? C'est vraiment une vraie question qui n'est jamais résolue, parce que s'ils restent dedans, c'est bien qu'elle les protège du mal, mais pourquoi cette maison-là protège du mal? On ne sait pas. Pourquoi les cordes? Hein? Pourquoi le fait que les cordes soient attachées à la maison te protège? Et que le fait que tu n'aies plus la corde, ça ne te protège plus? Encore une fois, ça n'a pas de sens, parce que bah, si tu es attaché à la corde au niveau de la maison, tu n'es plus dans la maison, donc techniquement la créature pourrait te choper dans la forêt. Donc pourquoi le fait d'avoir la corde te protège autant que comme si tu étais dans la maison? Et en fait, moi ce film m'a très vite saoulé parce que il est long, il est chiant, on t'explique jamais rien, même pas la créature du mal, on t'explique rien. Alors oui, ça tourne mal avec les gosses et tout, mais en fait, le fait qu'on n'explique jamais rien, qu'on en ait rien à foutre d'expliquer les choses, et qu'on veut juste créer de l'horreur pour de l'horreur et qu'en plus c'est très mal fait, et ben moi ça m'a vite saoulé et j'ai détesté ce film. Et en première position, le pire film de l'année, malheureusement pour moi, je redonne la palme à un film français. L'année dernière, de mémoire, le pire film de l'année pour moi c'était Astérix et l'Empire du Milieu. Et ben en 2024, c'est encore un film français qui prend. Ça me fait chier, mais c'est comme ça.
avec le film Mortel Raclette, donc j'ai noté 1 sur 10, 2 sur 5 pour le public, hein, ça fait quand même un 4 sur 10, hein, je trouve que c'est quand même cher payé, mais autant j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui avaient vraiment aimé, qui avaient vraiment trouvé ça drôle, je sais pas comment ils ont fait. Réalisé par François Descraques, avec Faustine Causiel dans le rôle de Debbie, Jessie Raymond Lacroix dans le rôle de HMC, ou encore Esteban Vial dans le rôle de Pablo. C'est une comédie, vue en VF et en streaming, film français. Le synopsis, l'héritier d'une boîte de films X décide de faire évoluer le genre en engageant pour ce nouveau film euh, Tierfesse, une coordinatrice d'intimité également formée au tournage et co-responsable, une première pour elle et pour l'équipe qu'elle va accompagner. Mais la petite troupe en tournage dans un chalet savoyard isolé va vite se retrouver coupée du monde par une tempête de neige et une panne de Wi-Fi. Bon, déjà, quand tu vois le synopsis, alors le début, c'est clairement le même synopsis que le film X avec Jenna Ortega, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, en plus je l'aime bien dans A Cure for Life, mais j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, il y a Jenna Ortega dedans. Et c'est un peu le même propos de base. C'est un groupe qui veut tourner un film porno, qui vont dans un chalet ou dans un endroit précis pour le tourner, et puis ça tourne mal. Mais là, quand tu passes ensuite à eux de candidates intimité également formés au tournage et co-responsable, vous savez déjà vous allez avoir un perso entre guillemets woke, parce que je déteste ce mot, donc je mets des grosses guillemets, et voilà, qui va juste être tout le temps en mode ah mais faut pas dire ci, faut pas dire ça, il faut pas ci, faut pas ça, vraiment le perso est imbuvable, c'est insupportable. D'ailleurs je me demande si c'est pas elle le perso. Bref, le film est juste nul. Les acteurs sont mauvais, c'est une comédie, c'est même pas drôle, c'est censé être aussi un film d'horreur, et en fait t'as jamais de l'horreur, parce qu'en fait tous les morts déjà sont faits hors champ. C'est-à-dire que tous les gens qui meurent hors champ. C'est-à-dire qu'on a juste les réactions des gens quand ils découvrent les cadavres ou des morceaux de cadavres ou des trucs comme ça. Ce qui le fait que, bah, en fait, on se retrouve avec un film qui ne veut se donner un style film d'horreur comme X, parce qu'en plus il le mentionne, hein, à un moment donné, oui, machin, c'est comme dans X et tout. Donc eux-mêmes ils mentionnent un film dont ils s'inspirent. Et le truc c'est que X, bah, ça reste quand même bon. X, il y a quand même des scènes glauques moi qui m'ont marqué, voilà. Euh, le film est pas mauvais. C'est pas non plus du grand film d'horreur X, mais c'est bon, tu vois des choses et tout. Là, on te montre rien. Et c'est chiant, parce que déjà quand tu regardes un slasher, un petit plaisir coupable qu'il y a, c'est quand même de voir les gens se faire buter. Là, tu les vois jamais se faire buter. Tout est fait hors champ, donc déjà c'est très chiant. Bon, l'histoire du mec qui est congelé et puis qui est décongelé et puis qui va se mettre à tuer des gens sans vraiment de raison, bon, déjà le truc, postulat de base est pas ouf. Bref, y a rien qui va. Euh, et le pire, c'est que tout ce qui se passe, quand tu découvres, je suis désolé, hein, mais franchement, de toute façon, allez pas voir ce film, il est nul. Mais quand tu découvres qu'en fait, à la fin, tout ça, ça s'est jamais produit. Alors en fait, c'est même pas que ça s'est même pas produit, c'est qu'en fait, on regarde un film où on pense que les gens sont pourchassés par un tueur et sont tous butés les uns après les autres, euh, pour en fait nous dire ah mais non, en fait, ils ne sont pas morts, parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de raconter, c'est l'une des filles du groupe qui en fait est en train d'écrire l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Enfin, tout ce qu'ils ont vécu, en fait, c'est elle qui l'a écrit pendant son temps de pause. Et du coup, en fait, à la fin, t'es en mode haha, personne n'est mort. Ah, alors déjà, on a enlevé toutes les morts du film parce que tout est fait hors champ. En plus, on t'apprend que finalement, personne n'est mort. Voilà, pour en plus nous refaire tout de suite un faux plot twist, puisqu'en fait, à un moment donné, t'as une scène de cul et t'as un petit écureuil qui passe devant une fenêtre, ils font oh un petit écureuil et tout machin, et tout le monde se met à le regarder, et là boum, t'as une balle qui tue l'écureuil. Et là, ça commence un peu la chasse des gens dans la maison. Et le truc c'est que bah, à la fin du film, bah, cette scène se reproduit, sauf que bah, là cette fois on est dans la réalité. Donc tu te dis
en fait, tu restes sur un suspense en mode, bon, est-ce qu'il y a vraiment un tueur qui va venir les tuer cette fois, bordel? Ou est-ce que, bah, en fait, c'est juste un chasseur qui voulait tuer le machin, et puis qui fait pas attention au fait qu'il y a des gens dans la cabane. Bref, le film est nul, il y a aucun sens. Et en fait, là où j'ai été très très sévère avec ce film, c'est parce que le réalisateur, c'est François Descraques. Et j'adore François Descraques. Et je comprends pas qu'il ait réalisé ça. Je comprends pas. Genre le mec il est passé de réaliser Le Visiteur du Futur qui était incroyable, le film Visiteur du Futur était vraiment pas mal, il a fait plein d'autres petites choses avec French Ball et tout ça, pas uniquement en tant que réalisateur mais aussi en tant qu'acteur et tout, il a fait des petits rôles et tout. Franchement moi j'adore ce gars-là, et là je vois ça, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? C'est hyper dommage parce que le gars il est génial, il est hyper créatif, il est trop cool. Et, et on en arrive à Mortel Raclette. Voilà. Et en vrai, le seul point positif de Mortel Raclette, là où je lui ai donné un petit point, c'est que ça m'a juste envie de donner envie en fait de regarder Le Visiteur du Futur. Alors je l'ai pas encore fait parce qu'après j'ai regardé d'autres films, d'autres séries pour faire les tops et les flops. Mais en fait, la seule chose que ce film a réussi à faire, quand j'ai su que c'était François Descraques qui avait filmé ça, et ben en fait c'était d'aller regarder Visiteur du Futur. Je me suis dit en fait j'ai juste envie de regarder un truc qu'il a fait et qui est excellent. 8 heures du futur, c'est excellent. Pour moi, c'est l'une des meilleures web-séries parce que je préfère un petit peu plus Noob, mais c'est pas en même temps, c'est pas le même domaine. Mais 8 heures du futur, c'est clairement une des meilleures web-séries. J'ai fait des vidéos sur la chaîne, dans les pages de Farender, sur la BD 8 heures du futur, qui est vraiment très cool. Parce que j'ai pas lu le roman La Meute et tout, que je lirai un jour, hein, mais je l'ai pas encore lu. Mais voilà, je me dis, voilà, c'est comme ça, on fait avec, hein, mais très très déçu de ce que nous a fait François Descraques cette année. J'espère qu'il se rattrapera avec des meilleures productions. Donc on va arrêter là. N'hésitez pas à me dire, vous, quels ont été les films qui vous ont déçus pendant cette année 2024, que vous avez trouvé vraiment mauvais au point de mettre dans votre top. Sinon, bah, likez, abonnez-vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee si vous voulez soutenir nos futurs projets. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.